L'Indochine, c'est quoi? Au milieu du XIXe siècle, une abondante critique va se développer contre le fait colonial. Elle a des conséquences politiques et militaires, mais elle en a aussi sur le vocabulaire, et en particulier tout ce qui pouvait être perçu comme offensant la cause des peuples colonisés. C'est le cas du mot Indochine, qui a été utilisé à la période coloniale française en Asie, et qui est maintenant remplacé par Sud-Est asiatique. Les autorités françaises faisaient pourtant la différence. L'Indochine relevant de Paris était appelée Indochine française. Mais pour les Français moyens, la distinction était moins évidente. Tous ces pays lointains, à 15 000 km de Paris, c'était l'Indo. Et c'est cette version générique qui est passée dans les usages. Mais d'où vient le mot Indochine? L'inventeur du mot Indochine est un géographe franco-danois qui s'appelle Konrad Maltebrun. Cette dénomination apparaît dans son livre de géographie universelle datant de 1810, soit un demi-siècle avant la colonisation. Pour Maltebrun, c'est le groupement des pays situés au sud et à l'est de l'Asie, dont les cultures ont été formées ou influencées par deux grandes civilisations et empires, l'Empire indien et l'Empire chinois. Cette nomenclature, basée sur la culture plutôt qu'une situation géographique, est surprenante pour un géographe. Mais elle en dit long sur son importance. Selon la proximité géographique avec l'un ou l'autre, l'influence est plus ou moins forte. Mais tous ces pays ont en commun d'avoir intégré des éléments de ces deux cultures millénaires. Et cette influence s'exprime à travers les siècles dans des domaines multiples. Costumes, coutumes, langue, technologie, armement, pensée politique, philosophie. Mais le plus important reste les religions, dans tous leurs aspects. À distance égale entre l'Inde et la Chine, il existe un lieu très connu, visité par des millions de touristes, qui illustre bien cette double influence. Le Wat Po, ou Wat Pho, est un temple construit avant l'installation de la royauté thaïlandaise à Bangkok. Sous les apparences d'un classique lieu de prière et d'études dédié au bouddhisme, religion venue de l'Inde, on y trouve des références à bien autre chose, comme par exemple ces guerriers géants, munis de hallebardes, gardiens muets des portes du temple. Ce sont des figures traditionnelles de la culture chinoise, de même que les tortues ou certains lions typiques du bestiaire chinois. Le bestiaire thaïlandais, lui, est très large et compte des animaux hybrides comme les guilènes ou les chevaux mélangés à de multiples sortes d'animaux venus de Chine ou d'Inde. Plus réaliste, on peut y voir aussi des fresques représentant des marchands chinois. Ces apports dans un sanctuaire bouddhiste peuvent s'expliquer par l'origine chinoise de la population que le roi de Siam venait de faire venir, pour sa capacité de travail et ses qualités artistiques exceptionnelles, afin de bâtir sa nouvelle capitale. Les Hokkien, originaires du sud-est de la Chine, sont arrivés par dizaines de milliers et ont créé un quartier populaire, animé et riche, le long de la rivière Chao Phraya, qui va devenir le Chinatown de Bangkok. Un peu plus loin, dans le Wat Pho, on découvre un lingam, sorte de phallus géant, symbole de fécondité et d'énergie, qui est une représentation classique de Shiva, un dieu de l'hindouisme. Et tout cela n'empêche pas le temple d'abriter la plus grande statue de Bouddha de Thaïlande, ou plus exactement, du plus long Bouddha couché, dont la vénération est issue de cette pensée religieuse venue de l'Inde du Nord, puis de Ceylan, et qui est toujours la religion officielle du pays. Au Myanmar, l'influence culturelle indienne par le bouddhisme et l'hindouisme se fortifie par rapport à la Thaïlande. Les temples de l'une ou l'autre religion s'y comptent par dizaines de milliers.
Mais de manière écrasante, c'est surtout le bouddhisme qui prévaut, par des manifestations de dévotion et des décorations surprenantes à travers tout le pays, comme ces incroyables dagobas ou tates dorés qu'on trouve sur la cime des montagnes, ou ces multiples grottes gravées et sculptées de milliers de Bouddhas, sans compter les sublimes temples de Shwedagon ou de Bagan. À travers l'histoire, les Birmans ont pu contenir les invasions chinoises avec succès, ce qui leur a permis d'obtenir une position régionale dominante, y compris sur leurs voisins thaïlandais. C'était avant que les Anglais ne prennent le contrôle du pays. Ici, la population d'origine chinoise émigrée, car il y en a une dans chaque pays d'Indochine, se retrouve dans la classe des commerçants. Mais elle est en directe concurrence avec les migrants hindous, ou leurs descendants, eux-mêmes d'excellents navigateurs et traditionnellement bons marchands. Certains soirs sur le fleuve Irrawaddy, à Yangon, on pourrait se croire en Inde, pourtant située à presque 2000 km. Au Cambodge, l'apport historique indien, venu de la mer, est immense, évident, incontournable. Les somptueux temples d'Angkor Wat ont été hindouistes avant d'être bouddhistes. Les preuves inscrites dans la pierre sont innombrables. Danseuses rappelant les danses traditionnelles de l'Inde, comme le Kathak ou le Bharatanatyam, lingam de pierre mis en évidence en plein centre des temples, textes en sanskrit que les premiers archéologues de l'école française d'Extrême-Orient ont mis au jour dès la fin du XIXe siècle. L'empire hindouiste khmer est une sorte de résurgence des empires Maurya, et il a dominé un moment tout le sud-est de l'Asie, avant de s'écrouler pour des raisons obscures. Mais à nouveau, on peut voir ici ou là, découpés dans les pierres d'Angkor, des lions rugissants, inexistants dans la jungle cambodgienne. Lions qu'on retrouve à la fois dans le bestiaire chinois, mais aussi dans celui de l'Inde, comme ce lion du pilier d'Ashoka. Ashoka, qui fut empereur de l'empire indien Maurya, et protecteur du bouddhisme. Et donc, les lions sont les protecteurs des temples. Comme partout ailleurs, la Chine a été présente très tôt au Cambodge, par ses commerçants émigrés, qui devenaient des conseillers politiques à mesure que leur richesse s'accroissait avec le temps et leur travail. C'était avant la présence française, qui se méfia de leur influence, tout en reconnaissant leur qualité et leur utilité. Assez bizarrement, les Khmers rouges qui massacrèrent la totalité des minorités ethniques du Cambodge, au nom de la pureté d'une pseudo-race khmer, furent soutenus par le pays dont ils anéantissaient les ressortissants. Pas vraiment rancuniers, les Chinois sont revenus, et il se dit que le pays est maintenant dirigé en sous-main par Pékin. Particularité du Cambodge, comme du Myanmar ou de la Thaïlande, l'islam est présent le long des fleuves qui ont amené les pêcheurs et commerçants musulmans venus d'Indonésie, de Malaisie ou même d'Arabie. Mais cette pénétration s'est finalement arrêtée à peu de distance des côtes. Mais on peut voir ici ou là des mosquées, dont certaines ont probablement bénéficié de financements venus des pays du Golfe. Le Laos est un cas à part. Pays enclavé, sans accès direct à la mer, bordé à la frontière chinoise par des montagnes sauvages, le pays était couvert de forêts denses et mortelles pour les humains. La fièvre des bois et les tigres ravageaient ce pays sous-peuplé. C'est donc par le Mékong et ses affluents que transitaient les biens et les idées, y compris religieuses. Les pratiques animistes des tribus et des ethnies qui peuplaient le Laos perdurent encore comme ces libations aux dieux des arbres, qui se mélangent à un bouddhisme traditionnel. Mais on a aussi la surprise de trouver dans le nord, le long du grand fleuve Menamkong, la mer des eaux, ou le Mékong, des communautés villageoises qui perpétuent des traditions et des cérémonies religieuses issues de l'hindouisme, telles ce Bassi, où toute la communauté réunie vient nouer au poignet de celui qu'elle veut honorer un petit lacet de coton blanc
en exprimant à l'invité des souhaits de bonheur et de longévité. Valable 2 mois, dit-on. Au XIXe siècle, l'influence de la Chine y était quasiment inexistante. Et en 1866, il fallut remonter très loin à la frontière nord pour que l'explorateur français, Francis Garnier, trouve enfin un pont à l'architecture d'origine chinoise. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Les fleuves Lao deviennent la pile électrique de la Chine, avec plus de 200 barrages annoncés. Et Pékin a financé et construit un train à grande vitesse, reliant le Yunnan à la capitale laotienne. Le Laos de demain sera peut-être encore bouddhiste, mais il sera sûrement chinois. Le Vietnam est paradoxalement le pays le plus anti-chinois, et pourtant le plus proche culturellement de la Chine traditionnelle. Peuplé de tribus et de minorités ethniques descendues directement de l'Empire du Nord, considéré par la cour de Pékin comme une province rebelle égarée, le Vietnam s'est révolté au Xe siècle, en s'autonomisant tout en restant sous la tutelle tributaire de la Chine. L'empereur chinois faisait remettre tous les 2 ans à la cour de Hué un brevet d'investiture et le cachet de tributaire, lors d'une cérémonie formaliste et compliquée. Les Français y mirent fin en occupant le Vietnam. La cour impériale vietnamienne de Hué vivait au sein d'un palais immense, copié à la fois sur la cité interdite de Pékin et sur les citadelles de Vauban. La jeunesse vietnamienne a pris l'habitude de la visiter, en louant pour l'occasion des costumes de l'époque impériale. De l'Inde, peu d'influence évidente, sauf un bouddhisme qui touche à peine 12% de la population, mais qui est en réalité teinté de taoïsme chinois. On en trouve un bel exemple à Hue, dans la pagode de la Dame Céleste, ou dans certains magnifiques temples de Saigon, au Ho Chi Minh City. En fait, un des meilleurs repères de l'influence hindoue ou chinoise d'une culture asiatique est le sort réservé au corps des défunts. Réduits en cendres dans la tradition indienne, et donc le bouddhisme, ils sont préservés et enterrés en Chine. On trouve ainsi des tombes en plein champ, d'un bout à l'autre de l'Indochine, révélant l'existence d'une communauté chinoise proche. Mais c'est surtout le cas au Vietnam, où les empereurs se sont fait construire de somptueux mausolées pour le repos de leurs âmes et l'inhumation de leurs dépouilles. Ceux de Hue, la capitale impériale, sont de véritables domaines impériaux, choisis soigneusement par les empereurs et devant comporter obligatoirement 3 éléments: une colline, une forêt et un plan d'eau. Sens de l'harmonie ou règle du feng shui. C'est assurément une tradition chinoise. Il faut cependant différencier le nord du sud du Vietnam, où l'influence de l'Inde s'est affirmée à travers le pays des Cham, qu'on appelait le Champa. Pratiquant une langue austronésienne, une religion hindouiste, ils disparurent peu à peu, rejetés par les Vietnamiens du Nord en direction du Cambodge. Anglais et Français ont abandonné ces régions du monde en liessant quelques traditions culinaires et quelques travaux publics. Reste un vaste territoire à l'ombre de 2 géants que sont l'Inde et la Chine, 2 colosses aux traditions millénaires et qui comptent toujours jouer de leur influence sur cette partie du monde, sur cette Indochine. Alors c'est vrai, le mot reste connoté d'une sorte de passéisme nostalgique, mais il n'est visiblement pas perçu comme tel par tous les habitants d'Asie du Sud-Est.